tous et bienvenue à l'émission Des gens comme les autres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en entrevue M. Jonathan Pratt, qui est directeur du RQMO, qui est le regroupement québécois des maladies orphelines. Monsieur Pratt, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de vous rendre disponible aujourd'hui. Ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Merci, merci à vous de me recevoir. Avec un grand plaisir. Vous êtes titulaire d'un doctorat en biochimie et d'une maîtrise en administration des affaires et vous avez vous occupé, on peut le dire, là, plusieurs postes très diversifiés au cours de votre carrière, de chercheur scientifique à gestionnaire dans le milieu municipal. Décidément, vous n'avez pas chômé au cours des dernières années. Et aujourd'hui, ben, vous êtes le directeur général du regroupement québécois des maladies orphelines depuis pratiquement 2 ans, là, depuis Ouais. juillet 2022. C'est bien ça? Oui, exactement. Donc, la semaine prochaine, le 11 juillet, ça va faire 2 ans exactement. Excellent. On en profitera pour vous souhaiter techniquement votre votre deuxième anniversaire avec le regroupement. Pendant vos études, M. Pratt, vous avez acquis une large expérience en recherche scientifique et plus précisément au niveau de la génétique moléculaire de certains cancers, en particulier des tumeurs cérébrales. Oui. C'est assez complexe, mais en même temps, je me dis, c'est pas étranger à votre travail d'aujourd'hui avec le RQMO. Effectivement, dans le fond, moi, j'ai commencé mes études en 2008, donc mon bac en biochimie. Puis, en fait, mon grand-père est décédé le 13 décembre 2008 d'un cancer des poumons qui s'est généralisé et qui a eu une certaine métastase là, qui se sont même rendus au niveau du cerveau. Donc, moi, ça m'a toujours fasciné, justement, le domaine de l'oncologie. Donc, j'ai poursuivi mes Mhm. études tout au long. Je suis tombé un peu en amour avec ces tumeurs-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des tumeurs qui sont présentement incurables. Donc, il y a pas de traitement disponible. Puis, normalement, le taux de survie est très faible, là. Donc, l'espérance de vie pour quelqu'un qui a un glioblastome multiforme là, diagnostiqué, on parle d'environ 15 mois là, maximum. Donc, pour moi, c'était vraiment un défi, donc de s'attaquer à tout ça. Puis, j'ai fait ma thèse justement sur une famille de protéines très complexes, les métalloprotéinases matricielles, mais qui sont extrêmement utiles en fait pour les cellules cancéreuses pour venir vraiment faire grossir la tumeur, puis s'occuper justement d'aller chercher l'espace voulu. Donc, on s'est attaqué à ces phénomènes-là, donc pour voir, un, comment ça fonctionne, puis deux, comment on peut faire pour les enrayer. Et puis, j'ai fait une année et demie de stage postdoc avec Dr Nadège Abado au CUSUM à Montréal, où est-ce que là, c'était plus au niveau de la génétique qu'on étudiait justement ces tumeurs cérébrales-là. Puis en fait, le lien de tout ça, c'est quand j'ai quitté mon stage postdoc pour aller dans le milieu municipal, en fait, c'était vraiment pour acquérir plus d'expérience au niveau de la gestion. C'était beaucoup ça qui m'intéressait, moi, la gestion de projet, gestion de ressources et tout ça. Donc, puis 4 années plus tard, en 2022, ben, je me suis retrouvé au RQMO. Puis effectivement, c'est pas par hasard. Je pense que le Regroupement québécois des maladies orphelines, sa mission, c'est justement de sensibiliser la population et la communauté médicale par rapport aux maladies orphelines. Puis moi, ben, j'ai quand même, avec le background que j'ai eu en recherche sur les tumeurs cérébrales, ben, je peux vous dire que c'est quand même des tumeurs qui sont plutôt rares. On entend de plus en plus parler, malheureusement, Mhm. mais ça reste quand même des tumeurs qui sont orphelines et qui sont orphelines en fait de traitement, puisqu'il n'y a pas il y a Oui. pas de traitement là, disponible. Donc, oui, en quelque sorte, je reviens un peu dans mes vieilles assises là, comme chercheur. Et au Québec, on se situe où à peu près au niveau de cette expertise-là, au niveau des tumeurs cérébrales? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on c'est stable? Ben, en fait, je pourrais dire, j'ai suivi, c'est sûr, évidemment, depuis la fin de ma thèse, on parle de juin 2016, donc ça fait 8 ans là, que j'avais défendu ma thèse. Je peux vous dire que oui, il y a eu du progrès. Il y a beaucoup plus de chercheurs qui cherchent justement à surtout enrayer les mécanismes de défense au niveau du cerveau. Donc, on le sait, là, évidemment, pour le cerveau, on a une certaine couche, en fait, une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui vient justement protéger
le cerveau de toute menace extérieure. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de traiter ce cancer-là, ces tumeurs-là, parce que les médicaments, pour la plupart, ont de la difficulté à traverser cette barrière-là. Donc, ça prend des doses astronomiques. Puis, souvent, en fait, c'est peut-être 5-10 de ces doses-là qui vont vraiment traverser la barrière. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à voir comment on peut transpercer cette barrière-là ou comment on peut passer à travers plus facilement. C'est sûr que c'est toujours de la recherche qui est en constante évolution. Donc, présentement, là, il n'y a pas, je pourrais dire, il n'y a pas vraiment de traitement qui est arrivé sur le marché. La seule chose qu'on a vu passer dernièrement, puis d'ailleurs, en tant que directeur général du RQMO, j'ai co-signé une lettre qui a été envoyée en fait, c'est la corporation des organismes qui s'occupent en fait de euh, pousser en fait les dossiers de traitement du cancer dans chacune des provinces. Et puis, bon, on a encore du chemin à faire, mais ceci étant dit, il y a un traitement qui est disponible présentement, qui a été développé par Novocure, qui s'appelle Optune. Donc, c'est une espèce de casque qui est mis là, sur la tête et qui va euh, transmettre des chocs à une certaine fréquence. Et en fait, en fait, les chocs qui sont donnés, donc je connais pas le mécanisme exact, là, fait que je pourrais pas vous en dire plus, mais le traitement a semblé montrer justement qu'il y a une certaine augmentation de la survie des personnes. Donc, quand je vous parlais du 15 mois tout à l'heure, avec le casque, la compagnie semble montrer qu'on est plus vers le 2 ans, 2 ans et demi de Oh, survie. Donc, on vient augmenter quand même la survie mhm. considérablement. Par contre, évidemment, ce sont des traitements qui, on estime, à 25-26 000 $ par mois. Donc, évidemment, c'est C'est pas pas tout le donné à tout le monde qui peut se monde. permettre Ouais, ça. c'est ça. Euh, ouais. Je présume qu'à Donc, l'âge aussi du patient qui doit jouer, d'une personne de oui, effectivement. 90 ans, évidemment, c'est plus risqué peut-être, là. Effectivement. Donc ça, c'est sûr que je ne suis pas médecin, je ne suis pas oncologue. Puis comme je vous dis, là, ça fait quand même 8 ans que je n'ai pas touché à ce domaine-là. Mais pour avoir suivi ce qui s'est passé dans l'actualité, je vous dirais que c'est très. Les patients sont en demande de ce traitement-là. Évidemment, on peut comprendre d'avoir un an de plus là, au niveau de la survie. Puis c'est quand même un an où les effets secondaires sont quand même limités et sont Mhm. acceptables. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que la lettre là, que j'avais co-signée, c'était pour demander justement des révisions et qu'on s'assure que ça puisse être rendu disponible partout au pays. Malheureusement, c'est pas le cas encore, donc il faut poursuivre les démarches puis voir les résultats dans le futur. Mais c'est sûr que c'est prometteur. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de molécules qui arrivent sur le marché et qui justement permettent d'attaquer des cibles. Terra Therapeutics, en fait, en ont commercialisé une qui va justement s'attaquer à un récepteur qui s'appelle la sortiline. Et OK. la sortiline, en fait, c'est un récepteur qui est très, très présent au niveau du cerveau. Donc, c'est sûr que c'est prometteur parce que la mini-protéine ou le peptide qu'ils ont développé, ils sont capables de greffer dessus des médicaments. Donc, on pense que la partie petite protéine va pouvoir pénétrer à l'intérieur du cerveau plus facilement par le récepteur sortiline et amener avec elle justement les médicaments qu'on souhaite faire traverser la fameuse barrière hémato-encéphalique. Donc, c'est sûr que c'est prometteur. C'est en essai clinique, si ma mémoire est bonne, pour cancer du sein, triple négatif et tout ça, donc beaucoup d'autres tumeurs solides. Puis on sait que les tumeurs cérébrales sont des tumeurs solides, donc ça sera à voir là, dans les prochaines années. Donc, il n'est pas faux de prétendre qu'il y a quand même une belle avancée technologique là, au Québec, là. Oui, exactement. Ben, comme je vous dis, tout ça, ce que je vous dis là, se passe au Québec, effectivement. Donc, c'est prometteur pour l'avenir. Donc, on espère que ça va venir, évidemment, le plus vite possible pour tous ces patients et les nouveaux patients qui, malheureusement, vont recevoir ce diagnostic-là dans les prochaines années. Excellent. Parlez-nous un peu de votre organisme aussi, M. Pratt, la mission, sa raison sociale, ses services. Un organisme qui existe depuis quand même quelques années maintenant. Oui. Oui, donc ben, c'est ça. En fait, le RQMO existe depuis 14 ans maintenant. Ça a été fondé là, le 28 février 2010.
à l'occasion de la Journée internationale des maladies rares. Ça a été fondé par Mme Gail Ouellette, qui elle-même a fait de la recherche au niveau de la génétique et est conseillère en génétique de formation. Et puis, elle s'est rendue compte dans sa région, à Sherbrooke, que justement, il y avait quand même beaucoup de gens qui consultaient des professionnels de la santé et qui avaient des diagnostics de maladies rares, mais ces personnes-là n'avaient pas vraiment d'informations sur la maladie, n'avaient pas de suivi. C'était très difficile d'avoir de l'information. Puis surtout, ben, la qualité de la formation des professionnels faisait en sorte là, qu'elle s'est dit, ben, il y a une occasion justement d'aider toutes ces personnes-là et d'accompagner ces personnes-là, donc afin de leur fournir en fait le maximum d'informations et de soutien par rapport à leur maladie. Donc de là a été créé le Regroupement québécois des maladies orphelines et le fameux Centre IRAR, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc, en fait, c'est la raison d'être principale du RQMO. Dans notre énoncé de mission, c'est le numéro un. Donc, notre mission, en fait, se décline en 4 points. Le premier point, c'est justement d'offrir de l'information de qualité, crédible, reconnue par rapport aux maladies orphelines. Et ça se fait par notre centre IRAR, donc notre centre de soutien et d'information aux personnes atteintes de maladies rares. Le deuxième point, je l'ai dit tantôt, c'est de sensibiliser la population de façon générale et la communauté médicale par rapport aux maladies orphelines. En fait, c'est pas tant au niveau de la connaissance de ces maladies-là, mais plutôt des enjeux qui sont reliés avec ces maladies-là. Donc, ça peut amener des handicaps, ça peut amener en fait, on parle beaucoup d'errance de diagnostic par rapport aux maladies rares et aux maladies orphelines. Pourquoi? Parce que ce sont des maladies qui touchent plusieurs systèmes. Donc, ça fait en sorte que les professionnels de la santé ne sont pas toujours outillés pour bien diagnostiquer. Et surtout, le gros problème de notre système de santé, c'est que les professionnels de la santé, malheureusement, ne se parlent pas. Donc, ça devient difficile quand chaque spécialiste voit le patient et a sa propre idée de ça pourrait être quoi le syndrome ou la maladie. Mais parfois, c'est de mettre tous les ingrédients au même moment et c'est là que ça devient plus facile. Donc, Il n'y a pas de transfert de connaissances, mettons, là. exactement. Donc, ça en fait partie justement des enjeux. Donc, la formation et le transfert des connaissances se fait difficilement. Le troisième point, c'est en fait là, de soutenir la recherche, donc de favoriser en fait le contact entre les patients et les chercheurs. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs au Québec qui s'intéressent aux maladies rares et orphelines. On collabore beaucoup d'ailleurs avec le CERMO FC à l'UQAM. Il y a un nouveau réseau de recherche qui a été justement financé par le FRQS là, tout récemment. En fait, ça fait depuis février. Donc, un nouveau réseau thématique qui s'appelle le réseau de recherche en maladies rares. Donc, c'est piloté en fait par 4 grands chercheurs, je pourrais dire. Donc, Nicolas Pilon du CERMO FC à l'UQAM. Il y a Dr Donald Vin, Dr Geneviève Bernard, qui sont tous deux du CUSUM. Et il y a Dr Philippe Campeau qui est à Sainte-Justine. Donc, on réunit en fait, et je pourrais dire qu'il y a à peu près 300-350 chercheurs qui font partie de ce Quand réseau-là même, à une grosse travers la équipe. province. Donc, on vient vraiment toucher un peu partout. Donc, nous, on collabore avec toutes les instances, pas juste au Québec, mais au Canada aussi. Le but, c'est justement de permettre au maximum de personnes d'avoir accès à des projets de recherche. Puis évidemment, le dernier point, je pourrais dire, c'est de s'assurer de favoriser en fait euh, que personne reste derrière la maladie. Donc, on a créé des projets, par exemple, les communautés rares du RQMO. Donc, s'il n'y a pas d'association de patients qui existe pour une maladie ou pour une famille de maladies, ben, si on voit que nous, il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour cette maladie-là, ben, ce qu'on va faire, c'est de créer la communauté. Donc, on va permettre les échanges entre les personnes. On va faire des cafés-rencontres, on va amener des spécialistes pour créer, en fait, faire des webinaires, donner de l'information sur la maladie. Puis le but, c'est d'accompagner et de soutenir là, toutes ces personnes-là. Et c'est ce qu'on fait en fait depuis 14 ans. Wow. Un mandat assez large, assez vaste. Bravo, beau Oui, travail. oui, puis si je peux te rajouter un petit point, ça a l'air de rien parce que quand on parle de maladies rares, on a tendance justement à dire ben, ça touche très peu de personnes. Puis effectivement, c'est le cas. Donc, il y a certaines fréquences qui sont évidemment plus hautes ou plus basses. On sait qu'une maladie rare, par définition, c'est que ça touche une personne sur 2000 et moins. Mais on estime quand même à 700 000 Québécois et Québécoises qui seraient touchés par les maladies rares. Pourquoi? Parce qu'il en existe un peu plus de 7 000 qui ont été répertoriés.
Donc, quand on met tous ces gens-là ensemble, qui vivent les mêmes, à toute chose près, là, qui vivent les mêmes enjeux au niveau de l'errance de diagnostic, au niveau des traitements, faut dire que dans ces 7000 maladies-là, il y a seulement 5% des maladies pour lesquelles il y a un traitement. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'enjeux qui touchent toutes ces personnes-là. Fait que c'est pas rien. C'est pas rien. Puis, faut le mentionner. On parle de maladies rares, on parle de maladies orphelines, c'est semblable finalement, là. Oui, ben en fait, par définition, comme je l'ai dit, une maladie rare, c'est une maladie qui va toucher une personne sur 2000 et moins. Une maladie orpheline, par définition, il y a beaucoup de maladies rares qui vont rentrer dans la définition d'orpheline, mais pour C'est ça. distinguer les deux, une maladie orpheline, c'est une maladie pour laquelle il y a très peu d'attention qui lui est donnée. Donc, évidemment, quand OK. on parle par exemple, un enfant qui est orphelin, ben, c'est qu'il se retrouve sans famille finalement. Il n'y a personne qui veut prendre soin de lui. Ouais. Et bon, Un donc on fait. exemple peut-être, un exemple très simple peut-être avec la maladie d'Hodgkin, tant aussi longtemps que Oui, Mario Lemieux n'avait pas dévoilé la maladie dont il était atteint, un joueur étoile de la Ligue nationale de hockey. oui. Il n'y avait pas trop de recherche en ce sens et la journée où il y a une vedette, ben, ça peut être un exemple, ça? C'est un très bon exemple. Puis on a le documentaire de Céline Dion qui est paru la semaine Oui, dernière sur le syndrome de la personne raide. Donc c'est sûr que moi, je me suis fait passer en entrevue. Puis le message que je donnais, c'est j'espère que oui, il va y avoir plus de sensibilisation par rapport à ces maladies-là. C'est quand même dommage qu'on doit attendre qu'une personnalité publique fasse des messages comme ça, mais de voir la personne souffrir, de voir à quel point elle passe à travers la maladie. Puis en plus, il faut se dire que ces personnes-là ont quand même, sont quand même bien nantis pour s'entourer justement des meilleurs spécialistes, des meilleurs traitements de soutien et tout ça. Ce qui n'est pas le cas de monsieur, madame, tout le monde là, qui probablement nous écoute. Donc, non. ça, c'est un autre enjeu qui s'ajoute par-dessus. Mais oui, effectivement, la maladie orpheline, c'est une maladie pour laquelle il y a très peu de recherche, il y a très peu de financement qui est donné pour ces maladies-là, qui a très peu d'attention, il n'y a pas de traitement, évidemment. Puis, en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies rares qui se retrouvent dans la catégorie maladie orpheline parce que qui dit maladie rare dit il y a très peu de patients. Donc, c'est sûr que développer un médicament ou une thérapie pour 10, 15, 20 patients, ben, c'est sûr que économiquement, ça ne rapportera pas autant que de développer un nouveau médicament pour le Mhm. diabète, par exemple. Et Donc, plus c'est qu'on en sûr que parle, plus qu'évidemment, il y a un intérêt scientifique. On peut même Exact. revenir en arrière avec le syndrome d'immunodéficience acquise, le fameux SIDA. C'était un Exact. peu la même chose aussi, très, très méconnu, mais en même temps très répandu. Oui, ben exact. C'est sûr qu'au niveau du sida, faut faire attention parce que, évidemment, quand on parle de maladies, ben oui, à l'époque, ça rentrait dans la définition de maladie orpheline. C'est pas tellement de maladies rares. Faut quand même faire attention, là. Pour ça, je fais bien la distinction. Maladie rare, c'est une personne sur 2000 et moins. Mais il y a quand même des maladies orphelines. Donc, il y a certains cancers qui rentrent OK. aussi dans maladie orpheline, dont les tumeurs cérébrales. OK. Euh, Est-ce que c'est juste les critères du Québec ou c'est ben, planétaire là, quand vous arrivez avec 2000 et moins, là? au niveau de la définition de la maladie rare, il y a beaucoup de pays là, qui commencent à OK. emprunter justement la définition. Il n'y a pas de définition claire, mais quand on regarde à travers l'Europe, notamment en France, en Belgique, en Espagne, au Canada, c'est la même définition. Donc, une personne sur 2000 et moins. OK. Les États-Unis, eux, ben, tu sais, aux États-Unis, on pense toujours plus gros. Donc, ils ont juste gonflé le chiffre. Ils ont dit 5 personnes sur 10 000 et moins. Mais au final, on divise par 5 puis ça revient à une personne sur 2000 là. Donc, c'est le même ratio, mais ils ont juste gonflé les chiffres. Mais je dirais que ça semble faire consensus là, à travers le monde, même OK. si il n'y a pas de définition qui a été approuvée là, ou qui a été identifiée. Là. Mais ça OK. semble quand même faire consensus. Et ce qui est assez surprenant, ben, à travers la documentation qu'on a pu obtenir, il y a quand même une grande partie des maladies rares qui sont génétiques. Oui, ben oui, en fait, on estime entre 70 et 80 de ces maladies-là. Donc, je Wow. parlais de 7 000. Il y a même de la littérature présentement qui parle de 8 000. Même, j'ai vu un chiffre récemment de 10 000 maladies rares. Puis, d'après moi, avec le progrès de la recherche, l'intelligence artificielle, il se peut même qu'on découvre des syndromes de plus en plus. Là. Imaginez, il y a quand même des gens qui ne savent strictement rien de leur maladie,
à part leurs symptômes, évidemment. Puis le nom de la maladie, ça reste une mutation dans un gène très précis. Là, donc, ça, y a pas, c'est pas comptabilisé, ces maladies-là. Donc, quand on va mettre le, 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 le- le nom justement sur la maladie, ben, ça va s'ajouter. Puis effectivement, de ces 7 à 8 000 maladies rares-là, on parle de 70 à 80 des maladies qui sont d'ordre génétique. Donc ça veut dire que soit un de nos parents était porteur de la maladie, soit que c'est une mutation qu'on appelle de novo, donc une nouvelle mutation qui est apparue dans l'embryon pendant l'embryogenèse, donc pendant la gestation. C'est beaucoup plus rare par contre, mais ça peut quand même arriver. Puis il y a des mutations aussi qui sont ultra rares, donc qui arrivent dans des séquences génétiques qui sont qu'il y a 20 personnes à travers le monde vont être atteintes. Donc, on parle de mutations là, qui sont très, très rares, mais qui arrivent quand même, là. Donc, oui, effectivement, c'est pour ça que je pense que la sensibilisation est quand même très importante parce que peut-être que ça ne sera pas nous, puis malheureusement, c'est pas quelque chose que tout le monde connaît, son statut de porteur d'une maladie quelconque. C'est possible de faire notre séquençage génétique, là. Donc aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher, mais je vous ramène à quelques années en arrière. Angelina Jolie, c'était le meilleur exemple. Donc, Angelina Jolie avait payé 75 000 américains dans les années 2000 pour se faire son séquençage de génome pour se rendre compte qu'elle avait à la fois la mutation BRCA1, BRCA2. Donc, elle était presque assurée à 100% d'avoir un cancer du sein. Et ce qu'elle a décidé de Eh faire, c'est oui, une oui, double oui. mastectomie à l'âge de 32, 33 ans. Je ne me souviens pas exactement, mais elle Ouais. était quand même très jeune. Et donc ça, évidemment, on parle encore une fois de personnes qui étaient assez nanties pour se permettre ce genre de C'était traitement-là. inévitable dans son cas. Tous les facteurs réunis étaient là. Exactement. C'est ça, OK. les facteurs de risque, c'était à 100%. En fait, dans la littérature, là, pour ces deux mutations-là, si on a les deux, OK. je pense que c'est Mais, 98,8%. Là. mais pour Euh, le reste, on peut être porteur sans nécessairement développer la maladie, là. Ouais. Exactement. Donc ça, puis comme je disais, notre statut de porteur fait en sorte que ben, moi, si je rencontre un conjoint, conjointe, et qu'on décide d'avoir un enfant, et que moi, je suis porteur d'une maladie X que je n'ai pas développée, mais que je ne le sais pas, puis que ma conjointe est aussi porteuse de cette maladie-là, ben, tout dépendamment du degré, là, évidemment, si c'est une maladie qui est récessive ou dominante, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais au niveau génétique, il y a un certain pourcentage de chances que on ait un enfant, justement, qui développe la maladie. Et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser à ça, parce que peut-être que nous, on n'est pas touchés, mais c'est la génération après ou Voilà. l'autre d'après qui va souffrir. Donc, c'est important quand même de le noter. Très, très intéressant. Vous êtes un passionné, hein? On le sent, on le voit, on l'entend. Oui. Si, pour le mot de la fin, si vous aviez une baguette magique, là, vous souhaiteriez changer quoi exactement là, en tout ce qui concerne votre propos là, au niveau des tumeurs cérébrales ou au niveau de l'organisme peut-être? Ben, en fait, moi, mon mot de la fin, si j'avais une baguette magique, là, je vous dirais ce que j'espère de tout cœur, puis c'est ce qu'on s'affaire à faire au RQMO, là, c'est ce qu'on travaille à tous les jours de faire, ça serait de faire en sorte que les patients, de façon générale, donc peu importe que ce soit une maladie rare, une maladie orpheline, un cancer, même les tumeurs cérébrales, ça serait qu'il y ait une meilleure écoute des Hmm. patients à travers le réseau de la santé, à travers nos décideurs, à travers les compagnies pharmaceutiques, à travers tout le monde qui peut avoir un impact positif sur la vie de ces patients-là. Moi, si je pouvais avoir une baguette magique et que demain matin, on avait une meilleure écoute de ces patients-là, on avait un meilleur service, un meilleur soutien, puis surtout que on, on aurait une place, les associations de patients, en fait, auraient une place de choix pour accompagner justement ces personnes-là. Malheureusement, on le sait, il y a beaucoup de services qui sont donnés par les organismes communautaires qui ne sont pas connus de la plupart du public. Donc, je pense que ça serait aussi quelque chose que j'aimerais faire, mais effectivement, c'est petit pas par petit pas. À un moment donné, on va être en mesure là, euh, d'atteindre, je pense, cet objectif-là. Il faut juste penser que tout le monde peut être un patient un jour ou l'autre. Tout à fait, tout Malheureusement, à fait. c'est la réalité.
Exactement. Ben voilà, c'est le temps que nous avions. Merci beaucoup, Monsieur Pratt, de cette participation à l'émission des gens comme les autres. Ce fut un énorme plaisir. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci. Et pour nos auditeurs, merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la prochaine avec d'autres invités remarquables. Merci.